Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil de coopération du Golfe salue l'initiative africaine atlantique lancée par le Maroc au profit des États du Sahel. Il s'agit d'un partenariat stratégique pour faciliter un accès à l'océan Atlantique. De bonnes perspectives économiques se profilent à l'horizon pour le Burkina Faso grâce à son potentiel minier. Une augmentation de la production d'or est attendue. 114 tonnes d'or pourraient être extraites d'ici 2033. Et les 5e et 6e journées du championnat national élite senior messieurs de basketball se sont tenues les 2 et 3 mars à Yaoundé au Cameroun. Retour sur le match FCBC Falcons. Les Falcons ont arraché leur première victoire sur le fil. Mais tout d'abord, le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz s'est achevé le 2 mars en Algérie avec l'adoption de la déclaration d'Alger, un accord qui affirme la détermination des 19 pays exportateurs de gaz naturel à renforcer leur coopération en vue de maintenir la fiabilité et la résilience des systèmes de gaz naturel. Ce consensus trouvé par les pays membres rejette également les restrictions économiques unilatérales comme la manipulation des prix dans un contexte de tension pour le marché du gaz. Notons que lors de ce sommet, les États exportateurs de gaz ont également évoqué leurs craintes concernant les dispositions prises pour lutter contre le changement climatique qui pourrait constituer, selon eux, une entrave aux investissements dans des projets gaziers. C'est un projet qui doit faciliter l'accès à l'océan Atlantique aux pays du Sahel. L'initiative africaine atlantique lancée par le Maroc a été saluée par le Conseil de coopération du Golfe lors d'une réunion organisée le 3 mars. Un partenariat stratégique que nous détaille Marie-Raphaël Antolo. Le soutien exprimé le 3 mars à Riyad par le Conseil de coopération du Golfe en faveur de l'initiative atlantique du roi du Maroc Mohamed VI intervient à la suite de l'appréciation de l'Espagne et des pays du Sahel bénéficiaires, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Lors de la réunion ministérielle tenue dimanche 3 mars à Riyad entre les États du CCG et le Royaume du Maroc, le secrétaire général de l'organisation a insisté à cette occasion sur l'importance que revêt le partenariat stratégique liant le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe et sur l'aspiration des États membres du Conseil à consolider davantage les relations économiques entre les deux parties. Le CCG réunit les États arabes du Golfe, à l'instar de l'Arabie saoudite, le Qatar ou encore les Émirats arabes unis. Nous réaffirmons l'importance des relations et des partenariats stratégiques entre le Conseil de coopération du Golfe et le Royaume du Maroc. Dans ce contexte, nous soutenons la souveraineté du Maroc qui est un État uni. C'est dans le prolongement de la vision et des actions de la coopération sud-sud du Royaume du Maroc, initiée par le roi Mohamed VI en faveur de la prospérité de l'Afrique, que cette initiative atlantique a été lancée. L'initiative qui désenclave les pays du Sahel en favorisant leur accès à l'océan Atlantique vise à renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies bénéficiaires et l'amélioration des conditions de vie de la population sahélienne dans le cadre d'une approche novatrice et intégrée favorisant la stabilité et la sécurité de la région. Nous saluons l'initiative africaine atlantique du roi Mohamed VI qui permet de renforcer la coopération entre les États africains du Sahel et ceux de l'Atlantique. Nous nous engageons à soutenir les initiatives communes de développement économique, politique et social. Rappelons que l'océan Atlantique est un espace pivote pour le Maroc qui permet au Royaume de relier les points de ses efforts d'intégration à grande échelle dans son environnement immédiat et plus vaste. L'Atlantique constitue pour le Maroc un centre de gravité et un pivot des liaisons entre le Nord et le Sud, l'Afrique et l'Europe, la Méditerranée et l'Atlantique. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a un nouveau gouverneur à sa tête. Le centrafricain Yvon Sana-Bangui a été installé dans ses fonctions le 1er mars au cours d'une cérémonie officielle. Les grands défis que le nouveau patron de la BEAC aura à relever au cours de son mandat de 7 ans sont à suivre avec Séverin Douqueux.
Désigné pour présider à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale le 9 février 2024, Yvan Sanabangui a été installé dans ses fonctions ainsi que 5 des autres membres du gouvernement de l'institution financière le 1er mars 2024. Yvan Sanabangui prend les rênes de la BEAC dans un contexte de vulnérabilité des économies de la sous-région, instabilité due notamment à la pandémie de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Le nouveau gouverneur de la BEAC mesure les défis. Je suis conscient notamment des défis qui s'imposent à moi. Je mesure pleinement les enjeux. C'est pour cela que je m'engage à travailler en toute intégrité, en toute transparence, professionnalisme et engouement. Yvan Sanabangui inscrit dans les grands axes de son mandat la lutte en faveur de l'éradication de l'extrême pauvreté dans la sous-région CEMAC en travaillant à consolider la stabilité monétaire et financière, maîtriser l'inflation, mais aussi arrimer les systèmes de paiement à ceux en vigueur dans d'autres pays du monde, renforcer le partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile et de la FinTech. À titre de rappel, la RCA avait fait adopter le Sango comme crypto-monnaie, une opération qui n'a pas prospéré, notamment en raison de ce que la crypto-monnaie n'avait pas été approuvé par la BEAC. L'un des défis également majeurs auxquels la CEMAC est confrontée aujourd'hui, c'est l'inclusion financière. Nous allons moderniser notre système et moyens de paiement en y intégrant toutes les innovations financières que certains pays dans le monde l'ont déjà implémenté et expérimenté. Nous devons travailler en vue de consolider la stabilité monétaire et financière, maîtriser l'inflation galopante. La Centrafrique, à travers Yvan Sanabangui, prend ainsi ce poste qui est rotatif entre les pays membres de la BEAC pour la première fois, et ce pour un mandat de 7 ans. De bonnes perspectives économiques se profilent à l'horizon au Burkina Faso grâce au potentiel minier. Pas moins de 114 tonnes d'or devraient être extraites d'ici 2033 grâce à une société australienne. Une prévision importante quand on sait que l'or est un secteur ultra stratégique qui représente près de 15% du PIB du Burkina Faso. Les précisions de Chakomar Kamara. La compagnie minière West African Resources a révélé un ambitieux plan décennal pour les mines de Sambrado et Kiaka au Burkina Faso. Selon ce plan dévoilé le 28 février 2024, les deux mines visent à produire un total de 114 tonnes d'or entre 2024 et 2033. À partir de 2025, date de lancement de Kiaka, la production cumulée des deux sites miniers dépassera 300 000 onces par mois. Cette augmentation substantielle de la production d'or pourrait avoir un impact significatif sur l'économie du Burkina Faso et consolider sa position en tant que contributeur majeur sur le marché mondial de l'or. L'exploitant australien, opérateur aurifère de la société West African Resources, s'est bâti un plan décennal qui englobe pour le moment deux mines de réserve prouvées que sont celles déjà existantes à Sanbrado, située à quelques 110 km au sud-est de la capitale Ouagadougou, et la toute nouvelle actuellement en gestation à Kiaka, à 120 km au sud-est de Ouagadougou. La production annuelle maximale d'or de West African Resources au Burkina Faso devrait être atteinte en 2029 avec une production de 473 000 onces de ces deux mines. D'ici à cet horizon, la mine Sambrado devrait produire 248 000 onces, tandis que Kiaka devrait produire 224 000 onces. Sur 10 ans, la société prévoit de produire 1,91 million d'onces à Kiaka et 2,11 millions d'onces à Sambrado.
Au regard des investissements actuellement entrepris par les autorités de ce pays, de faire de l'or un vecteur majeur de la croissance socio-économique et vu la volonté affichée de raffiner la production sur place, il y a de bonnes raisons d'espérer que le Burkina Faso sera dans un futur proche un exportateur aurifère important qui contribuera à consolider la réputation non usurpée de l'Afrique de l'Ouest, principal bassin aurifère d'Afrique, où se trouve en effet la moitié des pays cités dans le top 10 africain. Pour rappel, le secteur minier burkinabé dominé par l'exploitation du métal zone a représenté 14,34% du PIB et 79% des exportations du pays en 2021, selon les dernières données disponibles auprès de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIA. 17, c'est le nombre d'individus inculpés pour le meurtre du journaliste camerounais Martinez Zogo. L'information judiciaire a été close le 1er mars par le juge d'instruction. La date du procès n'a pas encore été annoncée. Il s'agit d'un procès attendu car l'assassinat du directeur de la radio privée Amplitude FM le 17 janvier 2023 avait provoqué une onde de choc au Cameroun. Plus de détails avec Nathalie Mo. 17 personnes ont été inculpées dans l'affaire de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Le 1er mars 2024, l'information judiciaire a été close par le juge d'instruction Pierrot Narcisse Nzié. Une phase de l'investigation qui a été marquée par la requalification des chefs d'accusation contre 5 des accusés, notamment l'ancien chef de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, Maxime Ekoeko, l'ex-lieutenant-colonel Justin Danwe, le maire de la commune de Bibé, Martin Savom, et l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Le commissaire du gouvernement a estimé que les faits étaient constitués. S'il y a des faits nouveaux, aggravants ou pas, le juge d'instruction peut procéder à une requalification des faits. Ce point est réglé par l'article 169 alinéa 2 de notre code de procédure pénale. Les enquêtes ont déterminé que 3 des inculpés, parmi lesquels figurent Johnson Lamfou et Tongue Nana Stéphane, sont formellement accusés d'avoir infligé les traitements létaux à Martinez Zogo. Maxime Ekoeko, Justin Danwe, Jean-Pierre Amougou Belinga, jusqu'ici poursuivis pour complicité de torture avec aide, sont désormais accusés de complicité de torture, accusation aggravée de complicité d'assassinat pour Justin Danwe et Martin Savom. L'assassinat est réprimé et prévu à l'article 276 de notre code pénal. La peine qu'encourent les accusés est la peine de mort. La complicité d'une infraction est punie comme l'infraction elle-même. Et complicité de torture, peine d'emprisonnement à vie, car la torture dans notre cas a conduit à la mort. L'information judiciaire a permis de préciser l'implication de Bruno Bidjan, directeur général du groupe médiatique L'Anecdote, appartenant à Jean-Pierre Amougou Belinga dans l'affaire. Gardé à vue puis relâché, le journaliste accusé de conspiration de torture est détenu depuis le 23 février 2024 à la prison principale de Yaoundé. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal militaire de Yaoundé pour l'ouverture du procès. La capitale camerounaise Yaoundé a accueilli les 2 et 3 mars les 5e et 6e journées du championnat national élite senior messieurs de basketball. Les matchs se sont déroulés sur le parquet du Palais des Sports. Au programme de la 5e journée, il y avait notamment le match FCBC Falcon. Retour sur cette rencontre avec Séverin Douque. FCBC contre Falcons, c'était la rencontre de levée des rideaux de la 5e journée du 3e regroupement senior messieurs de basketball du Cameroun le 2 mars 2024 à Yaoundé. Falcons, parti favori, se crée une grosse frayeur, réalisant de nombreux ratés. Dominant par plus de 24 points d'écart lors du 2e quart-temps, Dieudonné Dodiga et ses compagnons se laissent rattraper jusqu'à se retrouver à égalité à 6 secondes de la fin de la rencontre. Ils s'offrent néanmoins une faute pour 2 lancers francs dans la dernière seconde de la rencontre, ce qui leur permet de remporter leur toute première victoire dans ce championnat, 75 contre 74. C'était
une fois de plus un manque de maturité. Mais on apprend chaque jour, même en gagnant, on apprend. Qu'on perde ou qu'on gagne, on a appris encore une fois de plus. Ils vont comprendre que quand on met nos scores, on n'est pas obligé de courir avec le ballon. On peut le tourner, utiliser nos 24 secondes et maintenir le score. On va encore travailler là-dessus et on espère que demain, les erreurs d'aujourd'hui ne vont plus réapparaître. FCBC, qui était dans la même situation que Falcons avant le début de la rencontre, 4 défaites en autant de sorties, était venu avec l'ambition de se relancer dans la compétition. Mais les hommes de Serge Mangamba manquent de lucidité face à l'agressivité de leur adversaire, Falcons, dans les 2 premiers cartons. Les prochaines rencontres s'annoncent rudes, notamment face à Béac, Douala Firebirds ou encore FAP. C'était un match assez intéressant, assez palpitant, avec des rebondissements multiples. On s'est battu comme on a pu, mais on a fait une erreur de dernière seconde qui nous a coûté cher. Après que les gars aient bien combattu. Donc tout ce qu'on a dit, c'est qu'on va se concentrer sur le match de demain contre FAP et on va essayer de créer le miracle. Grâce à cette victoire au forceps, Falcons débloque son compteur de victoires et se relance dans la compétition alors que FCBC demeure au fond du classement avec 5 défaites en 5 matchs. Et un mot d'athlétisme pour finir avec la victoire du Burkinabé Hugues Fabrice Zongo au championnat du monde d'athlétisme en salle qui se déroule à Glasgow en Écosse. L'athlète burkinabé a décroché la médaille d'or le 2 mars avec un saut de 17,53 mètres. Il s'agit de son 3e succès depuis le début de l'année 2024, ce qui est de bon augure pour les Jeux Olympiques de Paris qui débuteront en juillet prochain. Grâce à ses performances, le Burkina Faso peut espérer décrocher sa première médaille d'or olympique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.